Deux pays plongés dans le noir durant des heures, cela s'est passé en Espagne et au Portugal. Des millions de foyers privés d'électricité et des scènes tout à fait surréalistes à côté de chez nous. Comment est-ce possible et que faut-il en tirer comme première conclusion? Pour en parler avec moi dans 20 minutes pour comprendre, j'ai demandé à Charles Sana d'intervenir. Charles, bonjour. Bonjour Armel, bonjour à tous. Charles, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur RITV. Je rappelle que vous êtes économiste, éditorialiste, fondateur du site insolencier.com et de la chaîne YouTube Le Grenier de l'Écho. Charles, que vous inspire cette panne géante d'électricité qui vient de se produire ? Eh bien écoutez, ça devrait à tous nous inspirer un certain nombre de réflexions autour de la fragilité de nos sociétés modernes, extrêmement technologiques et donc par définition totalement tributaires et dépendantes de la fée électricité. Et sans fée électricité, plus de technologie et donc plus de fonctionnement possible de notre société moderne. Tout s'arrête, de votre capacité à acheter une bouteille d'eau à celle de pouvoir travailler, puisque beaucoup d'entre nous maintenant ne travaillons plus à l'usine pour boulonner des boulons, et encore faut-il de l'électricité pour faire tourner les chaînes de production, mais nous sommes plutôt généralement dans une économie tertiaire, dite de service, et donc là, plus rien ne fonctionne. Pas d'électricité, pas d'ordinateur, pas d'internet, pas de distributeur bancaire de billets, pas de train, pas d'avion, pas de transport, pas de feu rouge, des embouteillages monstrueux. Je vais pas vous faire la longue litanie de tout ce que nos spectateurs ont pu de toute manière voir de leurs propres yeux aux informations. Simplement, vraiment, cette fragilité extrême de notre société, notre dépendance totale à la fée électricité, c'est une dépendance totale. Armel, vous et moi, nous avons quelques poils blancs de barbe, donc nous avons connu un autre temps. Moi, j'ai connu le temps du papier carbone, des crayons à papier, et la vie sans téléphone portable, sans ordinateur, sans application à télécharger dans votre smartphone pour pouvoir faire tout et n'importe quoi, y compris pouvoir commander votre pizza au restaurant, puisque pour avoir la possibilité de commander chez nous, monsieur, télécharger notre application pour avoir le menu. Sinon, il n'y a plus de menu sur lequel choisir. Même tout est, même chez McDo, voilà, faut aller commander à la borne, etc., etc. Donc, même les choses les plus simples ne sont plus faisables. Pour nous qui venons d'un autre temps et d'un autre monde, nous avons gardé par rapport aux plus jeunes générations, et un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, nous avons gardé cette capacité à pouvoir faire sans informatique, sans ordinateur. Charles, vous écrivez dans l'un de vos derniers articles dans insolencier.com, vous écrivez « L'effondrement est toujours possible et peut-être plus rapide que ce que l'on croit ». Est-ce que vous avez le sentiment que, ou cette impression que finalement on oublie que notre société, nos sociétés sont particulièrement dépendantes et qu'en un clic, tout peut s'arrêter? Oui, absolument. Pour les plus anciens comme nous, eh bien, on a perdu l'habitude ou pris l'habitude que tout ça existe et fonctionne très bien. Pour les générations qui n'ont pas connu le temps d'avant, eh bien, ça leur est tout simplement quasiment inimaginable un monde sans électricité. Oui, ça peut s'arrêter, vous voyez, en un claquement de doigts. Ça peut s'arrêter pour plein de raisons différentes, et donc il y a de vraies fragilités. Alors il y a de vraies résiliences, il y a de vraies solidités, mais les gens doivent comprendre que quand on fait de l'analyse de risque, et moi l'une de mes fonctions, si vous voulez, c'est de faire de l'analyse de risque pour mes lecteurs et pour mes clients. Quand on fait de l'analyse de risque, on regarde ce qui peut représenter potentiellement un risque systémique, c'est-à-dire un risque tout ou rien. Vous vous rendez bien compte que quand un pays entier tombe dans un blackout, c'est un risque 100%, c'est vraiment du tout ou rien. C'est pas du un petit peu, du en moyenne, du statistiquement, non, c'est plus rien ne fonctionne. Votre pays se retrouve plongé dans une situation objective de chaos.
plus rien ne fonctionne, ni les téléphones, vous ne pouvez plus avoir de secours, il n'y a pas de ligne d'urgence, il y a plus de secours médicaux, il y a plus de, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner, les pharmaciens, vous savez qu'on parle de plus en plus de faire des ordonnances informatisées. Alors c'est le cas en Espagne, hein. Les ordonnances sont informatisées avec des QR codes, etc. Et donc plus aucun médicament ne pouvait être délivré en Espagne puisque plus personne ne pouvait lire les fameux QR codes pour vous donner vos médicaments. C'est quand vous analysez les risques, vous devez bien vous rendre compte que la société est très résiliente. Parce que c'est très diffus, parce qu'il y a des sauvegardes, parce qu'il y a des systèmes redondants, etc., etc., mais à condition qu'il y ait de l'électricité. Et si vous coupez l'alimentation en électricité d'un pays, si vous coupez la connexion ou les interconnexions Internet d'un pays, vous le plongez aujourd'hui dans une forme de chaos postmoderne. Sans jouer les complotistes, Charles, certains commencent à dire, mais voilà, on a, sans savoir qui est-ce évidemment, on a tenté un test grandeur nature. Vous savez que Klaus Schwab a beaucoup parlé du grand reset. On appuie sur un bouton et on met tous les compteurs à zéro. Est-ce qu'on peut imaginer, sans jouer aux complotistes, est-ce qu'on peut imaginer que ça peut être le cas, qu'on fait des tests? Il n'y a pas besoin d'invoquer, Armel, le complotisme. Invoquons simplement une science beaucoup plus sérieuse qui est la science de la gestion des risques. Et donc, quand vous gérez des risques, vous jouez c'est des jeux de rôle, c'est des jeux de guerre, comme on dit. Et donc, tous ces jeux de guerre, ils sont joués par les autorités de tous les grands pays au plus haut niveau. Ça donne lieu à des manœuvres, ça donne lieu à des exercices. Alors, encore une fois, j'invoque pas le complotisme, j'invoque simplement les faits. Le jeu de la pandémie, le jeu de guerre pandémie a été joué et rejoué des centaines de fois et jusqu'à un an avant la grande pandémie de Covid, où d'ailleurs c'était un coronavirus. Alors bon, il partait pas de Chine, il partait du Brésil, ça partait pas d'un pangolin qui avait mangé une chauve-souris qui n'existe pas à Wuhan, mais ça partait d'un petit cochon qui avait été dont on avait joué avec la queue en tire-bouchon au Brésil, peu importe, mais en dehors du scénario de base, on avait joué une pandémie mondiale partant d'un coronavirus. Vous voyez, donc ce sont des choses qu'on joue. Alors de la même manière, on joue à et si Internet était coupé, donc ça, ce sont des jeux de guerre qui sont effectués. On joue à et si nous avions et nous subissions une cyberattaque majeure. Et il n'y a rien de complotiste à jouer ce jeu de guerre. Si vous êtes une autorité sérieuse, vous faites des manœuvres. Et le job des militaires, le job de tous ceux qui font de la gestion de risque, c'est d'envisager, par définition, l'ensemble des risques. Alors, on n'en parle pas forcément aux populations parce qu'on n'est pas là pour les inquiéter et les faire frémir à tout bout de champ. Mais il y a un certain nombre, évidemment, de protocoles qui sont et de scénarios qui sont testés pour justement définir un certain nombre de protocoles de réponse face à un certain nombre de menaces potentielles. Et donc, évidemment, le blackout électrique en fait partie. Ça fait partie des scénarios qui sont étudiés, des scénarios qui sont joués et auxquels les autorités s'entraînent. Alors, vous avez de multiples possibilités techniques qui peuvent expliquer un blackout électrique. Vous avez une série d'attentats majeurs sur des nœuds de réseau. Souvenez-vous, nous avions eu quelques pénétrations hostiles dans des transformateurs, etc. Il y avait eu quelques problèmes autour des lignes SNCF et puis on s'était retrouvé avec un blackout complet de la SNCF il y a quelques mois. Bon, ça avait un fait divers qui avait défrayé la chronique et qui montrait la vulnérabilité, évidemment, quand on attaquait quelques nœuds bien précis. C'est la même chose pour les réseaux électriques, donc une attaque de nœuds, une attaque terroriste. Ça peut être une explosion en altitude qui fait ce qu'on appelle une EMP, donc un blackout par une impulsion électromagnétique très puissante, par exemple
bombe atomique qui exploserait en altitude ne tuerait personne, mais pourrait faire griller l'ensemble des circuits civils, les circuits militaires étant protégés. Vous pouvez avoir une éruption solaire extrêmement forte. Alors ça dira sans doute pas grand-chose à ceux qui nous écoutent, mais on est dans les années, on est aux alentours de 1850, et puis il y a une éruption solaire absolument majeure. Les poteaux télégraphiques d'Amérique du Nord prennent feu. Il y a des aurores boréales dans toute l'Europe. Et nous nous retrouvons avec un tableau très célèbre qui est le Cri de Munch. Et le Cri de Munch est peint avec toutes ces couleurs orange et cette folie qui émane de ce tableau. Eh bien, il est peint pendant ce qu'on appelle cet événement de Carrington, qui est une énorme explosion solaire qui va balayer la Terre et donc qui va affaiblir considérablement le champ magnétique. Une explosion solaire de cette ampleur sur nos sociétés technologiques aurait des conséquences absolument désastreuses et pourrait occasionner un blackout qui, lui, pourrait durer même en années, parce que ça pourrait faire sauter tous les transformateurs, ça ferait sauter toutes nos usines, ça nous rendrait très difficile le fait d'en refabriquer puisqu'il n'y aurait pas d'électricité, il y aurait plus de chaîne de production, etc., etc. Alors ça a été joué, rejoué. C'est évidemment le worst case scénario, c'est-à-dire le scénario du pire sur le blackout électrique, puisque là on ne parle pas d'un blackout électrique localisé, parce que même si c'est une situation très désagréable pour nos amis espagnols ou portugais. D'abord, c'était localisé à l'Espagne et au Portugal. Donc, si cela avait duré plus longtemps, le reste du monde pouvant continuer à fonctionner, l'Espagne et le Portugal auraient pu bénéficier évidemment de toute l'assistance que le monde aurait été capable et leurs alliés auraient été capables de leur apporter. Donc ils n'auraient pas été seuls. Un événement type Carrington, c'est un événement mondial et là c'est le blackout sur le monde entier. Donc vous voyez que c'est une différence d'échelle qui est absolument considérable. Donc, voilà. Oui, pardon, Charles, j'allais vous poser la question. On a vu ce qu'il vient de se passer, au Portugal et en Espagne. Bien évidemment, la même chose peut se produire en France, évidemment ailleurs. La même chose peut se produire en France, la même chose peut se produire ailleurs, la même chose peut se produire à l'échelle du continent européen ou de la zone euro. Vous pouvez tout à fait imaginer une cyberattaque au hasard russe pour céder à la mode actuelle, mais une cyberattaque russe sur l'ensemble du système électrique européen. Imaginez que l'ensemble du système électrique européen tombe et qu'on ait beaucoup de difficultés à le redémarrer. Eh bien, vous auriez une crise qui pourrait évidemment durer de plusieurs heures à plusieurs jours, voire même peut-être à plusieurs semaines dans un cas de scénario un petit peu difficile ou un petit peu extrême. Une société, des sociétés, des pays qui tombent dans le chaos, qui sont plongés dans le chaos d'une minute à l'autre, j'imagine que ça remet tout en cause. Vous parliez à l'instant, Charles, de vulnérabilité de nos sociétés. Est-ce que il faut remettre en cause le système très moderne dans lequel nous sommes environnés, sans plus nous en rendre compte d'ailleurs? C'est une question essentielle, question dont on fait l'économie d'ailleurs. Vous voyez que cette question-là, elle est totalement absente du débat. C'est même quasiment d'ailleurs un débat philosophique que nous devrions tous avoir collectivement sur la place du progrès, la place de la technologie, la place de l'homme. Ça va beaucoup plus loin d'ailleurs juste que la fée électricité, les tablettes et toutes les applications que l'on nous demande de télécharger dans nos téléphones qui ne peuvent plus en supporter. Mais ça va plus loin que ça parce que demain c'est l'intelligence artificielle, c'est la place de l'homme avec l'IA, c'est la place du travail comme manière de se sociabiliser, d'exister, d'avoir un rôle, de trouver du sens à la vie, mais également de répartir la richesse à travers le salaire, les intéressements, les participations. C'est la place de l'homme si on met des implants cérébraux et si on veut s'augmenter dans le cadre du transhumanisme. Donc en fait,
Jusqu'où va-t-on dans le progrès? Le progrès peut-il être arrêté? La marche du progrès doit-elle ou peut-elle être arrêtée? Comment peut-on, eh bien, je dirais, faire coexister et la place de l'homme et la place de la technologie? C'est un débat qui est absolument vertigineux, c'est un débat qui est philosophique, mais c'est un débat qui est éminemment, évidemment, politique et économique, et c'est un débat, et vous pouvez le constater, dont on fait l'économie. Et c'est une très très grande erreur parce que du coup nous subissons, nous ne choisissons pas, nous ne maîtrisons plus du tout et la place de l'homme et la place de la technologie. Vous voyez dans les malheurs qui s'abattent sur le monde actuellement, quand vous regardez la consommation des antidépresseurs en France, on ne peut pas dire que la félicité et le bonheur règnent dans notre pays. Eh bien, vous avez l'une des réponses à cette absence de bonheur et de félicité collective. Nous subissons le monde, nous subissons la technologie, nous subissons les progrès. Nous n'en sommes pas du tout ni les acteurs, mais les victimes. Nous n'en sommes pas les auteurs, mais vraiment nous le subissons avec une espèce de passivité et de résignation qui viennent évidemment éroder notre humanité. La question par rapport à tous les éléments que vous apportez, Charles, un blackout qui dure un jour, 2 jours, 6 mois, forcément tout s'effondre. Et donc forcément, qu'est-ce que l'on trouve derrière? Est-ce que inévitablement la société tourne au chaos, ou est-ce que il peut y avoir des solutions de rechange? Alors, est-ce que forcément la société tourne au chaos? Eh bien, vous savez, paradoxalement, quand les situations sont extrêmement graves, vous pouvez assister plutôt à des scènes d'entraide pour la survie que de chaos absolu. Alors, les choses peuvent être paradoxales. On peut s'attendre à du chaos et finalement découvrir de la solidarité. On peut parfois effectivement ne pas être surpris du tout, s'attendre à du chaos et trouver du chaos. Bref, les choses ne sont pas écrites. Ce qui est certain, c'est que nous avons une latitude, une liberté pour les écrire, et que une société préparée, des citoyens résilients, des citoyens prévoyants, des gens qui pensent au lendemain et qui pensent à l'intérêt de leurs enfants, de leur famille, de leurs voisins, de leur communauté, eh bien vont créer les conditions de la solidarité et pas celles du chaos. Plus nous aurons de concitoyens dans le pays qui seront avisés, avertis que ça peut arriver et que par rapport à ça, il faut toujours avoir un petit peu d'eau d'avance, il faut toujours avoir... bon, écoutez, même le gouvernement veut faire le kit de survie avec le petit Emmanuel Macron de survie, hein, et puis le petit guide qui va être distribué à tout le monde, mais... Et puis je pense à votre boîte de raviolis que vous avancez régulièrement. Alors ça va même plus loin, je parle du PEBC qui est le plan épargne boîte de conserve, parce que dans un monde où il y a 15% d'inflation sur la boîte de raviolis annuellement, mieux que les 3% de votre livret A, placez votre épargne et vos économies en boîte de raviolis, achetez cette année ce que vous mangerez demain, ça vous fait déjà un placement à 15% net d'impôts, parce que Bercy ne surveille pas encore ce que vous avez dans vos placards de cuisine et la plus-value latente sur vos boîtes de haricots verts. Donc voilà, c'est évidemment une métaphore pour simplement dire aux gens, il y a un certain nombre de cas de figure où on peut vivre une rupture de la normalité. Et quand on est confronté à une rupture de la normalité, quel que soit l'événement qui en sera à l'origine, peu importe d'ailleurs l'événement, se préparer à une rupture de la normalité, quel que soit l'événement, une fois que vous êtes prêt, vous êtes prêt. Et donc, ça veut dire avoir quelques réserves et provisions chez soi. Ça veut dire que, en termes patrimonial, avoir du bitcoin quand on a une coupure d'électricité, ça va pas vous avancer à grand chose. Donc, mieux vaut avoir un petit peu d'argent en espèces chez soi et avoir un petit peu de billets. Mieux vaut avoir des pièces d'or, évidemment, que des pièces numériques qui n'existent pas et du bitcoin qui se promène dans le cloud, qui n'existe que tant qu'il y a de l'électricité et de la capacité de minage
de calcul, donc tout un raffinement technologique qui fait que contrairement à ce que pensent tous ceux qui adorent le Bitcoin, ils ont le droit de l'adorer, c'est pas le sujet, mais le Bitcoin est en réalité extrêmement fragile et je pense que voilà une réflexion intéressante à avoir, c'est que en cas de rupture de la normalité, mieux vaut avoir une boîte de conserve et des bouteilles d'eau qu'avoir des bitcoins et d'ailleurs qu'avoir une pièce d'or. Hein. Là, je l'évoquais en termes de patrimonial, puisque bon, moi c'est mon angle d'analyse économique qui ressort, mais quand on est sur de la protection patrimoniale, eh bien, évidemment tous les actifs ne se valent pas. Ce sera ma dernière question, Charles. Comment expliquez-vous, si tant est qu'il en existe une, comment expliquez-vous que nos chers dirigeants font l'impasse de cette réflexion visant à penser autrement qu'une société ultra électrifiée, ultra numérisée, parce qu'on va de plus en plus vers ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est de l'idéologie ou on est dans le domaine de la déraison? Oh, je crois qu'on est dans le domaine de l'incompétence crasse. De l'incompétence. Ouais, je pense très sincèrement et très modestement que les imbéciles ont pris le pouvoir, que les acteurs de théâtre ont pris le pouvoir et qu'ils pensent, parce qu'ils parlent bien, que c'est bien parler, c'est diriger. Voilà. Ah, donc vous les écoutez, quand vous les écoutez, ils ont un ton qui est tout très spécifique à chaque fois. Il n'y a pas de E. On remplace tout par du silence, on pose ses mots, on se regarde parler. Bon, voilà, alors c'est Gabriel Attal, c'est Emmanuel Macron, c'est Bardella. Bon, tout ça, c'est les mêmes cours de communication. Ça donne des gens qui sont effectivement des communicants, mais qui en réalité n'ont strictement rien à dire. Qui en réalité sont des gens totalement impuissants, sont en réalité des gens qui n'ont absolument aucune vision. Et d'ailleurs, ce qu'il est très intéressant de voir, c'est la puissance que dégage un Donald Trump, la puissance que dégage un Elon Musk, la puissance que dégage un J.D. Vance, qui n'est qu'un vice-président américain. Et un vice-président américain, normalement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas plus effacé dans le paysage politique américain qu'un vice-président. Et donc, vous voyez la puissance qui se dégage de ces hommes, que vous les aimiez ou pas, que vous soyez pour ou contre, c'est pas le sujet. On doit tous s'accorder sur la puissance qui émane de ces gens-là. Elle vient de quoi, cette puissance? Elle vient pas de leur charisme, elle ne vient pas de leur intelligence supérieure, quoique pour Musk. Bon, mais elle ne vient de rien de tout ça. Elle vient de la capacité de ces gens, de ces hommes, de remettre de la décision politique dans un monde où plus personne ne décide rien. Et donc, vous avez d'un côté des acteurs de théâtre qui ont juste appris à bien parler et qui pensent pouvoir s'arroger le pouvoir de décider alors qu'ils n'en ont absolument pas les compétences, ni le début de la réflexion philosophique, culturelle, économique, scientifique. Enfin, si vous voulez, moi, je travaille des heures et des heures et des heures. Je vais pas couper des rubans, je vais pas prononcer des discours que personne n'écoute et je dépense pas le pognon des autres, d'accord? Bon, ça, aujourd'hui, c'est ça l'action publique. C'est totalement délirant de bêtises, d'impuissance, d'incompétence, par notamment grand manque de travail. Donc, à un moment donné, bon, et puis alors, on atteint le summum avec Bardella, Gabriel Attal, bon, des gens tout à fait charmants, bon, qui ont jamais travaillé de leur vie et qui savent pas grand-chose en réalité. Bon, donc confier la gestion des risques, les immenses choix qu'il y a à faire, sociétaux, philosophiques, médicaux, tout ce que vous voulez, à des gens comme ça, ben, vous êtes à peu près sûr d'aller droit dans le mur parce que vous avez des incompétents. Voilà pourquoi on fait l'impasse. Ils n'ont absolument pas le niveau pour ne serait-ce qu'imaginer. Et donc c'est ce que fait Donald Trump en miroir. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. C'est le retour de la décision, c'est le retour de l'imagination. Alors encore une fois, ça peut ne pas vous plaire, ça peut ne pas vous convenir, mais vous voyez qu'un pays qui décide, ça donne Donald Trump. Un pays qui décide, ou un homme politique qui décide, ça donne Javier Milei en Argentine. Pareil, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Ça donne Bukele dans un petit pays d'Amérique latine, qui est le Salvador, bon, et qui vous dit, pour libérer des millions de personnes,
j'ai dû en emprisonner quelques-uns. Bon. Et donc pareil, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais le retour du politique, la primauté du fait politique sur l'ensemble de la société, ça doit s'exprimer comme ça. C'était ce que faisait chez nous quelqu'un comme le général de Gaulle, dont nous vivons d'ailleurs sur l'héritage. Hein. Toute la France aujourd'hui fonctionne encore sur les 9 grands domaines sur lesquels le général de Gaulle avait décidé d'investir le génie français, et notamment, évidemment, nos centrales nucléaires qui nous procurent aujourd'hui une énergie abondante et qui devrait être bon marché, mais ça c'est encore une autre histoire, ça c'est une autre question. Charles, merci beaucoup d'être intervenu sur cette antenne. Vous revenez quand vous voulez nous voir, la porte est ouverte. Si ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Charles pour cette analyse. Merci à tous. À très bientôt.